Connu de par le monde. Dans les jours à venir, nous vous promettons que nous serons dans les ménages, si Dieu le veut bien. Mais pour l'instant, nous sommes encore avec vous. Et vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire, à nous demander de revenir justement, bien sûr, dans les ménages. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est chose qui sera faite dans les jours à venir. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Oui, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, commençons à nous interroger. Bénin, mobilisation du contingent d'un contingent de soldats français. Que comprendre? Bénin, mobilisation d'un contingent de soldats français. Que comprendre? En tout cas, nous nous interrogeons. Eh bien, mesdames, messieurs, deux généraux de la force française Barkhane ont bouclé le mardi 4 octobre dernier une visite de 2 jours du côté du Bénin. Le nouveau commandant de la force Barkhane, le général Bruno Baratz, et le général Étienne de Pérou, commandant des éléments français au Sénégal, sont arrivés au Bénin le mardi 4 octobre dernier. Les deux généraux ont rencontré le ministre béninois de la Défense, Fortuné Nwata, et le numéro 2 du cabinet militaire du président Patrice Talon. Le nouveau partenariat militaire que la France entend établir avec le pays en proie aux actes terroristes est au centre des échanges. L'intervention de l'armée française se limitera à la formation, l'appui aérien et au renseignement selon les nouvelles orientations de la coopération militaire. Ça ressemble très dangereusement à ce que la France avait dit au Mali il y a quelques années. Pourquoi avoir pris justement langue avec la France? Pourquoi est-ce que Patrice Talon et son gouvernement prennent justement l'initiative d'appeler la France à la rescousse pour lutter contre le terrorisme? Nous nous interrogeons quand on sait pertinemment que cette force Barkhane n'a pas pu tuer 10 terroristes dans le Sahel et surtout du côté du Mali. Paris et Cotonou ont abordé ces nouvelles orientations lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin le 27 juillet dernier. Une mission de la direction générale de l'armement français a été dépêchée à Cotonou. Dans ce cadre, selon certaines sources, durant leur séjour de 48 heures au Bénin, Baratz et Duveyroux ont rendu visite aux instructeurs français qui forment des sections à la garnison du 7e bataillon de l'armée béninoise au nord de Cotonou. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Bénin, mobilisation d'un contingent de soldats français. Que comprendre véritablement des enjeux et surtout de cette présence des généraux français en territoire béninois? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfait Ndom, homme politique et surtout panafricaniste de la première heure. Patient Parfait Ndom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Selengos, bonjour à nos millions d'internautes, nos nombreux fans à travers notre chère Afrique, mais aussi notre vaste diaspora qui ne cesse de nous soutenir, de te soutenir. Bonjour à nos techniciens, merci pour la qualité d'image qui ne cesse de s'améliorer et ça préfigure de ce que sera Panafricanist TV dans les chaumières africaines et de tous ceux qui sont des gens qui aspirent à la liberté, qui aspirent à la justice, qui aspirent à la véritable démocratie qui malheureusement n'existe pas dans les sphères où on la chante ce matin, midi, soir. Alors je suis un peu heureux de ce matin parce que vous savez, une chose est de provoquer un ours, d'autre chose c'est d'être capable d'assumer la réponse de la colère de l'ours. Donc à l'heure où nous sommes sur ce plateau, depuis ce matin, la Russie a déclenché une salve de frappe sur au niveau de l'Ukraine, mais surtout au niveau des secteurs critiques ukrainiens qui concernent par exemple les secteurs qui produisent de l'électricité. Et je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, M. Zelensky, ce comédien de classe B, s'est réfugié dans son bunker et la plupart des ambassades occidentales sont en train d'être vidées de tout leur personnel. C'est ça aussi la capacité de montrer qu'on est garçon. Oui. On n'est pas seulement garçon, comme nous disent mes amis ivoiriens, pour bavarder et envoyer des ultimatums, des moteurs César, des ultimatums à ne plus en finir, et s'attacher les services des terroristes syriens pour aller faire exploser
là encore, le trafic a repris. Normalement, depuis samedi. Depuis samedi sur le pont de la Crimée. Et nous avons des images qui viennent de là où les gens rigolent plutôt. Le nouveau commandant en chef des opérations au niveau de l'Ukraine, le commandant russe évidemment, a voulu adresser un bonjour fraternel, n'est-ce pas, à tous ces généraux de l'OTAN qui sont aujourd'hui sur le terrain ukrainien. Je rappelle, c'est pas moi qui le dis, c'est Georges Malbruno, un des journalistes d'ailleurs des médias mainstream du côté de la France, qui reconnaît la présence sur le sol ukrainien sur le plan opérationnel, pas sur le plan seulement des conseils, n'est-ce pas, des forces spéciales de l'OTAN, dont en réalité cette opération militaire spéciale ne concerne pas l'armée ukrainienne qui, soi-disant, est face à l'armée russe, mais c'est l'essentiel de la fine crème des forces spéciales occidentales, n'est-ce pas, de l'OTAN, qui affrontent l'armée de la Russie sur ce champ de bataille. Donc, bravo au président Poutine d'avoir pris cette décision, parce qu'à un moment donné, trop bon, trop con, à force de laisser un enfant vous mordre de mollet, il faut de temps en temps lui envoyer une petite baffe pour qu'il se rende bien compte qu'on ne joue pas dans les mêmes classes. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir également, Patient Parfum d'Homme. Et comme j'aime souvent le dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid et Panafricaniste TV est en train de faire ses petits pas. Et justement, ce sera peut-être dans les jours à venir des pas de géants. Allez savoir. De toute façon, ça va être la bonne nouvelle qui est attendue par tous vos téléspectateurs et internautes. Très heureux de voir encore Patient Parfum d'Homme. Et nous nous interrogeons, Bénin, mobilisation d'un contingent de soldats français. Que comprendre? Patient Parfum d'Homme, 2 généraux de la force française Barkhane ont bouclé mardi 4 octobre dernier une visite de 2 jours du côté du Bénin. Et cette fois-ci, on se pose une question. Que faisait-il là-bas? Vous savez, quand les anges maudits avaient été chassés du paradis, ils ont commencé à chercher refuge de gauche à droite sur terre. Je vous avais dit que pour la France, c'est une question, il faut bien comprendre dans l'analyse, c'est une question de vie et de mort. C'est une question plus qu'essentielle. C'est une question fondamentale de pouvoir assurer la présence française dans cet espace qu'ils appellent le précaré. Parce que le départ de Paris, mais l'expulsion des forces françaises de ce précaré va mettre en difficulté l'ensemble, n'est-ce pas, des acquis, j'allais dire, économiques de la France dans cette sous-région. Ces forces armées françaises ont aussi un objectif de dissuasion. Mais pour cela, il faut pouvoir les justifier. Et vous avez vu la démarcation qui s'est faite. Les champs d'opération des prétendus djihadistes ne se sont pas limités dans les pays qui sont au centre de la bande sahélo-sahélienne. Ils ont déplacé leurs opérations vers des pays comme le Bénin. Donc la France préparait psychologiquement l'État béninois à accepter la présence des militaires et d'une base militaire française au Bénin. Parce que chassé de Mali, le Burkina devient plus qu'incertain. Le Niger est d'ailleurs très incertain, on le voit à travers plusieurs manifestations qui se passent. Il faut quand même un soutien au 43e BIMA qui se trouve au niveau d'Abidjan en Côte d'Ivoire, un soutien logistique avancé. C'est pour cela qu'on essaie de diversifier et de tout faire pour avoir une présence militaire au niveau du Bénin. Donc, la justification, c'est le combat contre le terrorisme. C'est pour cela que leur cabinet noir, c'est-à-dire leur base de commandement noir, sous-marin, ont actionné des attentats terroristes au nord de Bénin. Vous avez suivi depuis un certain temps, on dit qu'il y a des touristes qui sont allés dans la réserve animalière, n'est-ce pas, au niveau nord de Bénin, et ils ont été kidnappés, il y a eu des attaques contre des soldats. Non, c'était pour le justifier. Pourquoi hier ces djihadistes ne se rendaient pas compte que cette zone-là est une zone extrêmement importante dans le développement de leur activité? Et sachez pertinemment qu'il y avait des touristes au nord de Bénin. J'ai été au Bénin. Donc je pense sincèrement que la France est plus qu'en difficulté. Et elle cherche par tous les moyens, j'allais dire, elle freine des 4 fers pour ne pas être expulsée totalement de cet espace-là. Et ça ne sera pas facile. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire
d'insister. C'est le premier niveau. Tout à l'heure, on a parlé de contentieux historique qui m'est très cher. Je vous explique que tant qu'on n'aura pas pu jouer cette question de ce contentieux historique avec la France, il n'est pas seulement que franco-camerounais, il est aussi africain-camerounais, on ne pourra pas avoir des relations normalisées avec cette élite de voyous. Mais le problème de fond qui se pose là aujourd'hui, c'est de comprendre que la plupart de nos élites politiques, ils n'assument pas les responsabilités historiques. On a vu M. Talon se rendre en France et nous ramener un objet d'art comme un trophée, alors que nous savons pertinemment que dans les musées français, il y a des milliers et des milliers d'objets d'art béninois. Donc c'était seulement le prétexte pour commencer à préparer ce type de discussion. C'est tout. Donc le tout n'est pas dans la symbolique. Avec la visite de Macron, j'ai entendu aussi les Africains dire: ah, vous avez vu au Bénin, on a. Mais je rappelle quand même qu'au Bénin, le même Bénin, à peine Macron avait évoqué la question de certains opposants qui étaient détenus, qu'ils ont été libérés. Ça dit qu'en réalité, le président Talon a répondu aux injonctions positivement de M. Macron. Oui. Et c'est parce que justement, on préparait tout ceci, et c'est ça qui m'amène dans cette première prise de parole à réinsister. L'Afrique ne peut plus continuer de se permettre de valider ce qui s'est passé à Berlin en 1884. Cette fameuse conférence de Berlin qui a saucissonné, a charcuté l'Afrique et l'a réduit pour ce qu'il est aujourd'hui. Rares sont les pays qui ont pu conserver des entités territoriales importantes. Mais même dans ces pays qui ont pu conserver, parce qu'on sait qu'une bonne partie était désertique, donc qui n'était pas assez peuplée. L'Afrique utile a été complètement charcutée, a été réduite en charpie. Pourquoi? Pour ne pas permettre une densification de la résistance africaine, pour ne pas permettre une densification de la capacité de résistance africaine par le biais d'une population en dehors du Nigeria. On voit que les autres, c'est pratiquement du menu fretin. Si tu sors du Nigeria, tu sors de la RD Congo, de l'Égypte, de l'Éthiopie, mais vous avez oublié peut-être un ou deux pays, le reste c'est des menus fretin. Les populations ne sont pas assez compactes, assez denses pour être en capacité, n'est-ce pas, de constituer d'abord dans un premier temps un véritable marché et deuxièmement de créer des formes d'engouement social, intellectuel et culturel pour justement aller domestiquer la science et faire ombrage aux velléités de domination de l'Occident. D'où la nécessité, je reviens dans ce point-là, la nécessité pour les pays africains aujourd'hui d'aller vers l'unité politique de notre continent. Les États-Unis d'Afrique, ça doit être fait maintenant. Le processus doit être déclenché tout de suite. Parce que sinon, qu'est-ce que le Bénin peut faire face à la France? Le Togo, c'est quoi? Vous me regardez ces pays-là. Ça dit quand même à bicyclette, vous pouvez traverser le Bénin en une journée. La même chose pour le Togo. Et avec des gens qui sont arrivés au pouvoir, excusez-moi pour le Bénin, on n'a pas grand-chose à dire pour les leçons de talent, mais regardez ce qui se passe par exemple au Togo. C'est trop compliqué. C'est très très compliqué. Donc je crois que c'est seulement dans une union africaine. Et j'ai dit à nos décideurs du moment, ceux qui sont à la tête de ce Bantoustan du moment, ils n'auront pas grand-chose à perdre. Ce n'est pas parce que la Californie est au sein des États-Unis que les Californiens perdent. Au contraire, ils bénéficient beaucoup. Si la Californie se détache des États-Unis, d'État de Californie, elle deviendrait, selon les propres sondages comment dire ça, et trucs économiques de nos amis, la troisième puissance du monde. Hein. Mais ils comprennent très bien la nécessité d'être sous le cover d'un grand pays, empire qu'on appelle les États-Unis. Et le gouverneur de Californie ne s'en porte pas moins heureux que n'importe quel de nos roitelets qui se proclame président, on ne sait pas de quoi. L'Afrique ne peut pas continuer à se permettre ce luxe-là. Ce luxe où on voit ce qui se passe sur le plan mondial, on voit les enjeux, et on comprend qu'un nain géopolitique comme la France veut imposer sa présence, malgré le fait qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, même les officiers, d'abord, de plus en plus, les langues commencent à se déduire en France, à savoir qu'en réalité, il n'y a pas que la question du sentiment anti-français, mais la jeunesse africaine ne veut plus de la présence militaire française sur son sol, ne veut plus de cette domination outrancière sur le plan économique de la France, avec, par le biais, n'est-ce pas, de cette arme fatale, ce chemin de Troie, qu'on appelle le franc CFA, cette monnaie nazie,
qui régentent complètement l'ensemble des économies des 14 pays africains, plus les Comores. Donc, ça, ce sont des données. Qu'on le veuille, on ne veuille pas, ce sont des données. Donc, elle est en difficulté au Mali, elle est en difficulté, elle a des problèmes avec la Guinée-Conakry. Au niveau du Burkina Faso, ça commence à tanguer. Au Niger, elle n'a solo de rien. Elle cherche des points d'ancrage. Et je pense que c'est tout trouvé. Parce que là aussi, j'ai l'impression que le président Talon, j'ai plusieurs fois été au Bénin, j'ai été charmé de constater que voilà un pays où tu peux entrer comme si tu entrais dans ta chambre, sans que tu aies des tracasseries, d'entrer dans un pays africain, ce que nous demandons. Mais là, je pense que le président Talon a été pris dans son propre piège, dans sa volonté de dominer l'espace politique par tous les moyens. Et je crois que là, il est tenu par les bijoux de la famille, avec les questions, n'est-ce pas, j'allais dire, de robinet financier qu'on peut fermer à tout moment et se laisser prendre à ce jeu-là. C'est pour ça que malheureusement le Bénin risque d'être le nouveau point d'ancrage de la présence militaire française. Ça m'a fait une question cependant. Comment comprendre que pendant que les Africains se demandent le démantèlement de bases militaires françaises sur le continent africain, Patrice Talon accepte justement une base militaire sur son sol et sachant que justement ses voisins peuvent être en danger? C'est le paradigme de l'endocolonat et de la néocolonisation. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne sommes pas des États indépendants. Oui. Nous sommes des fragments de Bantoustan avec des individus à la tête de nos États qu'on appelle abusivement chefs d'État, mais en réalité qui ne pèsent pas grand-chose. Mais surtout qui n'ont pas compris la nécessité pour les Africains que nous sommes de nous donner la main, de créer des formes de solidarité, de créer des formes de synergie, et qui nous obligent à avoir une culture commune de notre propre sécurité. Depuis que le Mali se bat, depuis que la Guinée équatoriale se bat avec cette histoire des biens mal acquis, c'est le silence assourdissant des dirigeants africains du moment nous interpelle. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il n'y a pas de voix forte sur notre continent pour dire à la France, arrêtez ce cinéma, arrêtez cette affaire-là. Il n'y a pas de voix forte au niveau de notre continent pour interpeller aussi nos élites en leur disant, arrêtez d'aller, je ne sais pas, investir dans des pays qui vous sont hostiles. Si vous allez dans l'un des quartiers les plus chics de Londres, qu'on appelle Mayfair à Londres, oui. Et vous voyez les acquisitions des Africains, n'est-ce pas, oui. Sur les domaines, je parle des domaines, quand on parle des domaines, on comprend très bien ce que ça signifie. Mais vous allez devenir fou. Mais comment les gens doués d'un minimum de bon sens, qui ne sont rien d'autre que les héritiers de ceux qui ont été vendus sur cette planète pendant 5 siècles, comme on vend des moutons, comme on vend des chèvres et des poulets. Pendant 1 siècle, ce fut la colonisation qui fut d'une violence inouïe. Léopold II est là pour nous le rappeler. Les oreilles coupées, les mains coupées, les hommes violentés à mort, face à leurs enfants, devant leurs enfants. Ce fut le cas de Batimi Boganda, à RCA. Ses parents furent tués devant lui. Et il a été récupéré par les missionnaires catholiques. Dans toutes nos sociétés, l'affaire de Dissangué, on est au Cameroun. Moi, la seconde épouse de mon grand-père a été là-bas. Momo Véro. Avec un certain Chamotte. Les services que ces gens ont subis, il fallait absolument produire le caoutchouc qui servait à fabriquer, n'est-ce pas, les roues pour les avions américains et les camions de guerre américains. Les États-Unis ont produit 5 millions de camions de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel de ce caoutchouc venait d'Afrique. 300 000 avions de chasse. Il fallait les chausser. Donc voilà. C'est sur notre dos, depuis l'esclavage, que ces gens-là se sont enrichis. La construction du matériel primaire de ce pays occidentaux, c'est fait sur la sueur et le sang des Africains. Parce qu'il fallait être fort pour travailler dans les plantations de canne, dans les mines d'or, etc. Or, vous savez très bien le rôle important que le sucre représentait dans l'économie mondiale de cette époque. Les villes comme Nantes, Bordeaux, même
le siège de Paris où vit M. Macron, c'est un négrier qui a construit cette maison, qui a été rétrocédée après à l'État français. Toutes les grandes richesses du monde, les Pays-Bas, qui gueulent beaucoup en Ukraine là, ce sont les héritiers des violents négriers. Violents négriers, j'ai fait un autre plateau sur l'un de vos consoeurs, et on a ramené l'affaire de la base américaine de Diego Garcia. Un pays africain veut accéder à l'indépendance. Les Anglais disent non, mais on va couper ton pays en deux. On prend quelques îles. Et on prend une île, on loue aux États-Unis pour en faire une base militaire. Voilà. Et pour le faire, on chasse complètement toutes les populations autochtones qui étaient là. Ils sont devenus des apatrides. Ils n'ont plus de chez eux aujourd'hui. Et les jeunes Africains sont là pour faire les bêtes en win. Ils sont dans les paris sportifs. Ils nous parlaient des problèmes entre Eto'o et Yannick Noah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conscience historique. Ils ne savent pas de qui ils sont, d'où ils viennent. Et c'est ça qui peut permettre à un monsieur comme M. Talon de s'amuser. Pour offrir autant pour moi. Vous souhaitez vendre votre voiture? Recevez une offre en ligne maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Un autre lieu de la préparation barbouzade française pour s'attaquer à la dignité africaine, comme c'est le cas de Mali actuellement. Et je pense que c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que moi, je n'ai aucun respect pour ces chefs d'État qui font semblant de ne pas savoir d'où nous venons. Aucun respect pour cette jeunesse qui continue de regarder le monde comme si nous étions dans un film, ou bien dans un chapiteau pour regarder une pièce de théâtre. Non! C'est notre avenir qui est en jeu, c'est notre avenir qui est en jeu. Et notre génération, comme disait quelqu'un, je crois que c'est Blé Goudé, l'effort qu'on doit faire, c'est de ne pas être la honte de notre génération. Ne pas la honte de sa génération, c'est avoir, j'allais dire, la capacité de réfléchir pour être en droite digne vers les combats de l'heure. Ces combats-là qui doivent déboucher sur notre souveraineté, notre liberté, notre indépendance. Ne pas le faire pour passer le temps à jouer je ne sais pas à quoi, comme je le vois avec la plupart de nos jeunes aujourd'hui, c'est les histoires de iPhone 13. Mais c'est quoi iPhone 13? Est-ce qu'ils sont même conscients que pour avoir ce iPhone entre leurs mains, il y a des gamins congolais qui meurent dans le ventre de la terre? Il y a des zones en Est de la République démocratique du Congo où il n'y a pas de paix relative. Comment les Africains sont devenus des gens aussi inconscients? Mais bon, c'est une période de notre histoire parce qu'elle est en train d'être complètement élaguée par le biais d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle prise de conscience des jeunes Africains et qui sont en train de monter en puissance pour constituer cette masse critique dont nous avons besoin pour essayer de passer à autre chose. Et c'est ça qui fait le charme de ces temps nouveaux dans lesquels nous vivons. Donc, nous avons cette complexité-là, du point de vue du raisonnement, du point de vue de la réflexion. Mais nous avons aussi ces limites, les limites objectives, qui sont dues au fait qu'un certain nombre de cueils, tant qu'elles ne sont pas complètement réglées, c'est ça la question du contentieux historique, tant que ce contentieux historique n'est pas purgé, nous aurons des décideurs de nos États, mais en réalité, qui n'auront pas les couteaux franches pour prendre les décisions qu'il faut prendre. Et ils vont apparaître aux yeux des générations futures comme de véritables comédiens. Parce que nos petits-enfants vont nous poser la question, mais comment vous avez fait pour avoir de pareils chefs d'État à la tête de nos Bantoustans-là? Comment vous avez fait? Ils ne pourront pas comprendre. Ils ne pourront pas comprendre. Donc, je crois que c'est une dynamique. Nous sommes dans un combat. C'est très complexe. Tout à l'heure, je vous entendais parler de la question ukrainienne. C'est pour vous dire que l'ennemi, il est violent. Et il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. C'est comme quand on joue au football. Vous allez dans un match de football, commencer à dire qu'attendez votre adversaire par-dessus la jambe, c'est rien, ça, ils vont prendre 7-0. Non, ça ne se fait pas comme ça. Boniek l'avait appris à ses dépens lors du match Cameroun-Pologne au Mondial 82. Vous vous souvenez? Les histoires de le Cameroun va prendre un quart de but, je ne sais pas quoi, une demi-douzaine de buts. On a vu
comment ça a failli tourner au vinaigre pour eux. Donc il faut toujours respecter vos adversaires, surtout quand c'est des brigands. Surtout quand c'est des brigands, il faut les prendre à la hauteur de ce qu'ils sont. Au lieu de dire que c'est rien, dans bientôt nous allons, non. Ils ont une capacité de nocivité qui n'a d'égal que la violence et la détermination avec laquelle ils ont mis pour essayer de soumettre les autres peuples du monde. Donc aux Africains de prendre conscience. Voilà, de prendre conscience de l'avant. Dans la convention justement de ces deux généraux, en fait on va parler justement de ces deux généraux de Barkhane, il s'agit de l'intervention, en tout cas ils nous disent que l'intervention de l'armée française se limitera à la formation, à l'appui aérien et au renseignement selon les nouvelles orientations en tout cas de la coopération militaire. Ça y ressemble justement de ce qui s'est passé avec le Mali. On a l'impression que c'est le même scénario. Je continue de vous dire, moi ça ne m'intéresse pas, tout le bavardage là. Que c'est seulement sur le sol africain que vous pouvez avoir de pareils petits mercenaires à la petite semaine, continuer à tenir ce langage pour les gaous ou bien pour les gogos, que sont la plupart de nos décideurs politiques. Je vous rappelle que le pays qu'on appelle le Vietnam a fait deux grosses guerres contre deux puissances occidentales, les États-Unis et la France. Est-ce que vous voyez des militaires français aller au Vietnam aujourd'hui tenter de tenir un pareil langage? Du tout. On les prendrait pour des fous. Honnêtement. Donc, ça montre de décalage entre ce que c'est un pays indépendant et souverain et des pays qui ne le sont pas. Un tel discours pour un général français au Vietnam aujourd'hui permet toutes les allures de quelqu'un qui est bon pour une acide de fou. Les fils vont lui tomber dessus rapidement avec des médecins pour lui faire des injections, d'abord pour l'endormir, parce qu'on va dire attention, il y a un fou dans la salle. C'est seulement en Afrique que vous voyez de pareilles hérésies. Pourquoi? C'est parce que nous sommes encore dans des espaces où la question de notre autonomie, de notre liberté, de notre souveraineté n'a pas le sens qu'il doit avoir. On n'a pas besoin des généraux français pour former les militaires africains. Nous avons la compétence. Nous avons le know-how nécessaire. Et même quand bien même on ne l'aurait pas, nous avons l'obligation de le créer. C'est ça la liberté, c'est l'indépendance. Mais si on continue de nous morfondre dans ces attitudes de petits larbins, de couards, évidemment, on va continuer à donner la possibilité à des imbéciles comme ça de venir nous raconter je ne sais pas quoi. Quels sont les dividendes de la présence militaire française dans la bande sahélo-sahélienne, au moins seulement depuis les indépendances? C'est quoi? Ce n'est pas le renforcement du djihadisme. Ça veut dire donc que leur efficacité est quoi? Les nuls, zéro. Vous ne pouvez pas reconduire des initiatives, j'allais dire des structures, des mécanismes qui ont montré leurs limites. Habitat éternel. Or, si vous avez une élite qui continue de prêter le flanc à de tel niveau de bavardage, ça veut dire qu'en réalité, c'est cette élite-là qui a un problème. Et je continue d'insister, de dire que avec une autre configuration au niveau de nos États, on densifie nos surfaces, on densifie nos politiques, on densifie notre détermination. Vous n'aurez plus de généraux français pour venir parler en Afrique. On m'a dit, vous savez parler, apparemment vous savez, l'art de la guerre c'est votre affaire, allez en Ukraine, où tonton Poutine est en train de ramener l'Ukraine complètement à l'âge de la pierre taillée. Donc c'est ça. Donc, une fois de plus, je le dis, Sylvie Soulengos, la première responsabilité dans ce que nous voyons là, elle nous incombe. C'est à nos décideurs de moment qui n'ont pas su prendre le chemin qui a été tracé par nos valeureux prédécesseurs. Valeureux prédécesseurs du point de vue de la programmation, du point de vue de la réflexion, du point de vue de l'agilité intellectuelle, du point de vue du courage même physique, en n'essayant pas d'affronter la mort pour que nos pays soient au moins des espaces où chaque fois que tu parles à un homme, il te regarde droit dans les yeux. Nous avons des décideurs de moment qui sont incapables de regarder leurs homologues occidentaux, surtout français, droit dans les yeux. Pourquoi?
Parce qu'en réalité, ce sont les chiens cochons de l'impérialisme. Ils doivent tout à ces gens-là. Et ils n'ont pas, j'allais dire, la capacité, la détermination, le humble, n'est-ce pas, de penser qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Et c'est ça le drame de l'Afrique. Le Bénin, le pays de Béhanzin, en est réduit à ça. Ils n'ont même pas la conscience historique des pays qu'ils dirigent. Des pays où on a eu des héros qui ont combattu à la main la pénétration impérialiste et coloniale chez eux. Le pays des Amazones. Vous savez que de vos films viennent d'être tournés là, Amazon. Mais là encore, quand vous voyez un film qui est encensé par les médias mainstream, il faut vous douter qu'il y a un contenu là qui pose problème. Vous aurez le temps de le voir. Moi, je vous le dis, c'est ça. Je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Bon, The voilà. Woman King. Ouais, cette histoire-là. Allez voir le contenu. Ne voyez pas la symbolique symbolique qu'on voit pour nous, on a parlé de l'Afrique. Ce n'est pas ça. Mais on n'a pas l'Afrique, mais comment? Comment? Le récit, le narratif qui sous-tend. Parce que c'est ça aussi la nouvelle tactique occidentale. On dit, ah, ok. Ils aiment qu'on parle de leur histoire, de leur passé glorieux. Ils prennent. Ils écrivent les scripts, mais ils dénaturent complètement l'ensemble des éléments constitutifs de la trame. Et finalement, on vous sert un tout élément glauque qui n'a aucun sens et qui ne permet pas à un jeune qui regarde le film de se recharger en carburant, de se redonner de nouveaux ressorts neufs pour affronter la vie avec beaucoup d'orgueil et de dignité. Au contraire, on la baisse, on le rabaisse. On demande qu'en réalité, vos héros là, votre passé là, glorieux dont vous parlez, en réalité, il était fait des hommes qui n'étaient pas des hommes de qualité. Merci à vous, Pasteur Bafoudoum, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci et j'insiste là-dessus en disant aux Africains, nous n'avons pas 1000 solutions. La Russie, c'est une fédération de plusieurs États. Hein. Ce n'est pas un seul État, mais qui se reconnaissent dans la culture slave, dans la langue russe, dans le fait qu'ils appartiennent à un héritage de gens qui ne se sont jamais soumis. Les États-Unis, c'est une construction. C'est plusieurs États. C'est une construction de brigands et de prisonniers qui étaient libérés des prisons occidentales, mais qui ont dit, bon, on va prendre notre revanche sur la vie et dominer la vieille Europe et imposer notre façon de voir de brigands au reste du monde. Et ils ont structuré, sur le plan de la philosophie, de l'économie, de la culture, tout ce que nous subissons là, avec ces médias mainstream, avec cette culture de caniveau, où maintenant on dit qu'un homme doit coucher avec un homme, une femme avec une femme, et peut-être même dans un avenir proche, il faut qu'il y ait des demi-hommes qui sont mi-hommes, mi-animal. Voilà notre nouvelle culture, la nouvelle culture. Quand les gens ont passé le temps dans les cachots, dans les prisons occidentales de leur soi-disant roi là, voilà ce qu'ils peuvent produire. Donc je pense que les Africains doivent prendre les destinées en main. Ils ont la capacité de le faire. Et on doit mettre à la tête de nos États ceux qui ont cette volonté-là. Mesdames, Messieurs, plaisir de